nous sommes venus pour apporter le message à la fois à la diaspora congolaise et à la fois aux opérateurs économiques belges et européens, parce qu'on est ici dans l'espace européen, sur les prouesses qui se font actuellement au niveau de l'économie congolaise. Non seulement sur la stabilisation macroéconomique, mais également sur les efforts de réforme que nous sommes en train de mener et qui commencent, nous avons commencé à les mener depuis maintenant 3 ans et demi, qui commencent à produire des effets et qui nous permettent véritablement d'engager des investissements et des actions qui vont permettre une transformation structurelle majeure de l'économie en créant à la fois des nouvelles opportunités économiques et des nouvelles opportunités d'emploi pour les Congolais et les Congolaises. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sommes aussi venus pour dire aux Congolais de la diaspora que le moment est venu pour qu'ils changent leur regard sur ce qui se passe dans leur propre pays. Pendant trop longtemps, je pense, on a été habitué à regarder la situation du Congo à travers un prisme, de sorte que, quel que soit ce qu'il y avait de bon qui se faisait dans le pays, c'était toujours mal jugé. Et nous sommes venus apporter l'information à la source pour leur dire que leur pays est en train d'avancer, et même de mieux avancer que les autres pays africains, et que c'est le moment de faire confiance dans le pays. Et s'ils ont une expertise, comme on l'a dit, s'ils ont une capacité financière, s'ils ont une capacité technique, c'est le moment de venir pour le valoriser et optimiser dans notre espace naturel, qui est notre pays, parce que probablement, quelle que soit la compétence que vous avez, ce n'est pas évident que vous pourrez émerger dans un pays comme la Belgique, comme la France. Mais il y a de fortes chances, il y a fort à parier que si vous revenez chez nous, vous avez des petits moyens financiers, vous avez une expertise, il y a fort à parier que vous pourriez trouver de l'espace et même vous dessiner un train de vie auquel vous n'avez pas droit en vivant ici. Ici, la prospérité, c'est une prospérité apparente. Elle appartient de toute façon aux autres. Venons et ensemble, nous allons créer la prospérité qui nous appartienne réellement. Voilà le message que nous sommes venus apporter ici, aux Congolais de la diaspora. Ils pourront facilement vous répondre, mais comment justement tous les chiffres que vous avez indiqués, qui font qu'aujourd'hui le Congo évolue, comme vous le dites, comment ces chiffres-là se traduisent dans l'assiette du Congolais moyen? Dites-moi, vous êtes journaliste bien sûr, mais lorsque dans le Congo profond que vous connaissez, la situation du transport évolue, lorsque dans le Congo profond, là où nous avions des mois qui étaient de 45 jours, 60 jours d'impayement, aujourd'hui, la date du 15 est devenue une date extrêmement sacrée pour l'agent des services publics de l'État, même si nous sommes conscients que le niveau de rémunération est encore faible. Mais lorsque vous réalisez que ce niveau de rémunération, là, il est payé de manière régulière, dans un contexte de très grande stabilité des prix intérieurs et du taux de change, ça signifie qu'il y a un impact certain sur le pouvoir d'achat. Les efforts sont faits. Lorsque nous achetons ces bus-là, c'est pour la transformation des conditions de vie des Congolais. Qui va profiter des bus? Probablement pas les ministres, probablement pas le chef de l'État. Mais le Congolais lambda, comme on dit, celui de Kingasani, il va voir ses conditions de vie transformées. Lorsque nous créons des écoles, 1000 écoles à construire sur l'année 2013 ici, et le programme va continuer, vous pensez que qui va en profiter? Ce sont les enfants des Congolaises et des Congolais, les 70 millions de Congolais. Lorsque nous construisons des routes, lorsque nous faisons le programme, pas seulement dans la ville, lorsque nous faisons le programme de réunification routière à l'intérieur du pays, et qu'on améliore la mobilité des personnes, la mobilité des biens, qui en profite? Ce n'est pas la population. Et ça, ce n'est pas du social. La vraie question est là. Voilà. Et vous avez parlé justement de la bancarisation de la paix, mais ça pose quand même énormément de problèmes. Comment imaginez-vous par exemple qu'un enseignant qui se situe à 500 km, prenons même d'une ville comme Kenge, alors qu'à 500 km de Kenge il n'y a pas de banque, mais vous décidez de la bancarisation? On a entendu parler par exemple des situations où des enseignants ne pouvaient pas faire 500 km pour aller chercher $70 ou $50 de leur paie, mais finalement est-ce que ce n'est pas créer un autre problème avec la foi de pouvoir trouver des solutions? D'abord, il faut savoir que la bancarisation a été menée, cette réforme majeure a été menée pour que l'État arrive à avoir une meilleure prise, un meilleur contrôle à la fois des effectifs et de la masse salariale. Mais au-delà, c'est une réforme majeure qui doit changer fondamentalement la perspective de vie, parce que ça affecte notamment la capacité des banques
à mobiliser l'épargne nationale pour la mettre au service des agences économiques qui sont en déficit et qui sont plutôt en besoin de financement pour qu'ils puissent financer leurs opérations. Donc il faut voir la bancarisation comme une réforme majeure. Deuxièmement, il faut distinguer la situation des grandes villes où le processus a été un succès et la situation des petites villes ou des villes moyennes où on a besoin encore, étant donné le niveau très faible de bancarisation, nous avons de présence bancaire, nous passons par les opérateurs de téléphonie mobile. Donc, la réforme est butée à un certain nombre de difficultés, mais justement, c'est comme on dit, des accouchements difficiles que naissent les beaux bébés. Ces difficultés, nous en sommes conscients. Le gouvernement les intègre dans sa stratégie et est en train de déployer des réponses appropriées pour que petit à petit, ces difficultés soient surmontées et que la bancarisation devienne effective pour l'ensemble des Congolais. Mais en tout cas, cette réforme est tellement importante, elle a déjà généré tellement d'effets bénéfiques qu'une marche arrière n'est pas envisageable. Voilà. Dernière petite question, Monsieur le ministre. Vous avez parlé de la contribution à la diaspora. Vous les appelez à venir investir au pays, participer à l'essor de la République démocratique du Congo. Mais parmi tant d'actions, l'investissement, comme vous l'avez dit, mais il faut envoyer par exemple du matériel au Congo. Mais il s'est fait que la douane congolaise, la douane la plus chère, si ce n'est au monde, en tout cas, c'est en Afrique. Est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes pour, par exemple, assouplir le fardeau de vos compatriotes de la diaspora pour que ceux-ci puissent contribuer, comme vous l'avez dit, effectivement, au développement du pays? Si la douane du Congo est la plus chère au monde, les effets ne sont pas que sur les compatriotes de la diaspora, parce que la plus grande partie des importations, elle est quand même assurée par les compatriotes qui sont restés au pays. Donc ce serait un problème pour tout le pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne pense pas que la douane congolaise soit la plus chère. Mais il y a tellement de prélèvements, certains qui sont des prélèvements institutionnels normaux, mais qui ne sont pas des prélèvements au profit de la douane, parce qu'il y a d'autres organismes qui interviennent au cordon douanier et qui font peser un certain poids sur le coût que l'opérateur économique supporte à travers les transactions liées au commerce extérieur. Ça, c'est un. Mais au-delà, le plus important, le temps, c'est de l'argent. Tout le temps que nous perdons, toutes les tracasseries que nous subissons, pour diverses raisons, dues notamment à des fonctionnaires véreux qui trouvent dans la douane une opportunité pour racketter les importateurs. C'est tous ces éléments-là. Et tous ces éléments sont pris en compte dans la stratégie de l'État. Nous sommes en train de lutter contre les mauvaises pratiques. Nous sommes en train de lutter pour que l'ordre opérationnel soit mis en application de manière extrêmement rigoureuse, de manière à limiter le nombre de services qui opèrent aux frontières. Et je pense que petit à petit, l'assainissement va se faire. Vous savez, les réformes prennent du temps. Elles sont difficiles, elles ont un coût, elles se traduisent par une réduction de la rente qui allait dans la poche des individus. Et ces individus, parfois, ils ont réussi à accumuler un tel niveau de rente qu'ils se sont constitués en réseau mafieux. C'est une lutte âpre que nous devons mener au quotidien et qui implique qu'il y ait une vraie coalition des bâtisseurs. Faisons cette coalition pour faire changer les choses. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci à vous.